Salut, c'est d'ici sur Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut DC's. Salut. Comment tu vas? Et toi? Moi, ça va très bien. Ok. Un peu... Tu sais, on est tous un peu perturbés après cette longue période de Covid, mine de rien. Oui. Ouais. En plus, au moment où on se parle, il y a quand même des gros problèmes en Ukraine. Ouais. Force aux Ukrainiens, d'ailleurs. Ouais. On est très content de te recevoir aujourd'hui Ah, merci. pour un nouveau projet, un nouvel album qui s'appelle L'Amour. Un album qui sortira le 18 mars. Petit instant promo, tu seras également en concert au Trianon le 16 mars. C'est déjà complet, malheureusement. Ouais. Enfin, ou heureusement pour toi. Ouais. L'amour, c'est un concept aussi complexe qu'universel. On a tous notre définition de l'amour. Et comme la vérité, pas toujours, mais souvent, sort de la bouche des enfants, tu as demandé à ta fille d'en donner sa définition. Ouais. On regarde. Ma chérie, c'est quoi pour toi l'amour? L'amour, c'est de rester avec les autres, de s'aimer, de pas se séparer. Pourquoi tu t'es fâché avec ma maman? Maman, elle t'a pas dit, elle t'a pas raconté? Non. Bah, c'est pas que je me suis fâché, c'est que, tu sais, ton papa, il s'est marié très jeune. Et je pense que j'étais pas assez... Vieux? Oui, j'avais pas assez d'expérience de vie. Et j'ai fait les choses très tôt. Parce que j'ai eu une vie un petit peu particulière quand j'avais 19 ans. Donc c'était il y a quand même longtemps. La musique, ça a marché. J'ai fait plein de choses. Donc je me suis un petit peu précipité dans ma vie. Tu vois? Et après, ça a été compliqué. Parce que quand t'es jeune, tu sais pas vraiment trop comment ça fonctionne, l'amour. Et du coup, après, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment heureux, tu vois. T'as fini ta question? C'est toi, t'as fini ta question. C'était ma réponse que j'ai fini. T'en avais marre de ma réponse? Non. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce teaser qui a d'ailleurs été publié le 14 février. Ouais. Moi, il y a une phrase que je retiens, c'est « Quand tu es jeune, tu ne sais pas trop comment ça fonctionne l'amour ». Et la première question qui m'est venue en tête, c'est combien de temps ça t'a pris pour toi te dire « Ok, là, je suis prêt, assez mature pour consacrer un projet entier à cette thématique qu'est l'amour ». Ça m'a pris 40 ans. Parce que j'ai 43 aujourd'hui. Et c'est un album que j'ai commencé il y a 3-4 ans. Donc ça m'a pris tout ce temps-là. Et ça a été quoi la motivation de te dire je consacre vraiment un album entier, je dédie un album à l'amour? Je pense que c'est l'énergie du désespoir. Parce que dans ma vie personnelle, j'avais accumulé pas mal de problématiques à régler et accumulé pas mal de souffrances. Et il fallait que je change quelque chose. Et ça m'a amené, tous ces changements-là dans le personnel, le fait de me séparer, tout ça et tout, ça m'a amené à aller, en tout cas au bout de moi-même, à l'âge que j'ai. Et je pense qu'on se refait pas. Déjà sur mon premier album, je parlais, ces thématiques-là, assez lumineuses, parler d'amour et tout par rapport au milieu d'où je viens et tout, c'était déjà quelque chose que j'avais l'impression d'être un peu seul à faire, en tout cas dans mon environnement. Et là, je suis allé au bout du bout du bout. Et quand il a été question donc, de produire cet album-là, comment tu as établi le concept de l'album? En vrai, j'ai souvent fait des concepts dans ma carrière, et là, il n'y avait pas de concept hormis celui d'avoir une thématique principale et de ne parler que de ça. Alors que dans mes albums précédents, c'était on va dire, l'humeur du moment, différentes problématiques, c'était un petit peu des états d'âme, on va dire. Alors que là, ça parle que de ce sujet-là, un sujet précis, à savoir l'amour. Et justement, c'est marrant parce que souvent, quand on parle à des artistes comme toi, qui ont de longues carrières, on finit souvent par parler de l'album de la maturité. Et je trouve que cet album-là, c'est pas l'album de la maturité, c'est plus l'album de la sincérité. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je dirais, c'est pas pour faire une blague un peu carambar, mais c'est plutôt l'album de l'immaturité, parce que enfin, je me suis autorisé aussi de la légèreté dans tout l'acte 2, dans l'album qui parle de l'errance après une rupture, quand on ne sait plus trop où on en est sentimentalement. Moi, je me suis autorisé de la légèreté, je me suis autorisé à être beaucoup plus
détendu sur pas mal de choses. Je pense à des titres comme Beau Garçon, par exemple, ou même All In ou Dispo, par exemple, qui vraiment parlent de bon, bah, de toute façon, je suis en rupture, j'ai plus d'histoire concrète avec quelqu'un, je vais un petit peu papillonner sans la culpabilité, quoi. Et donc, du coup, bah, c'est la légèreté et c'est un peu immature, quelque part, à mon âge, de faire ça. Mais ce que j'ai pas fait à 20, bah, je le fais à 40, quoi. Et pourquoi tu pouvais pas le faire à 20 ans? Parce que j'étais déjà très engagé, parce que je parle de déterminisme à chaque fois, mais ouais, on est le produit de son environnement. Et du coup, il y a des choix que j'ai faits à 20 ans qui ont été faits dans la précipitation. Pourtant, c'était des choix d'amour et de cœur. Mais le contexte faisait que tu dois pas trop perdre de temps, en fait. Et voilà, du milieu d'où je venais, le contexte dans lequel j'étais, si tu veux être avec une fille que t'aimes, quand tu es croyant, bah, tu te maries et tu vis avec cette personne-là, quoi. Tu t'engages. Et aussi, est-ce que le contexte dans lequel tu as débuté ta carrière était un contexte dans lequel l'amour, c'était quelque chose dont on parlait pas trop? Peut-être un truc un peu même, c'était presque un peu honteux, un sujet un peu honteux. Bah ouais, mais après, je pense que c'est... comment dire, ouais, quand t'es un garçon, que t'as entre 15 et 20 ans et que tu grandis dans un quartier, ou même pas forcément dans un quartier, tout ce rapport justement à la virilité, à toutes ces choses-là, il y a aussi le côté un petit peu de bomber le torse, de tu montres pas tes failles, être vulnérable, c'est pas du tout cool, c'est pas du tout stylé. Donc du coup, bah, c'est des sujets qui sont assez difficiles à aborder parce que tu passes tout de suite pour un fragile, enfin tous ces mots un peu qu'on entend depuis longtemps. Et alors que c'est pas forcément vrai en fait. C'est pas parce que t'es amoureux que t'es un faiblard, quoi. Donc au début de cette interview, on a regardé un message de ta fille dans cette publication que tu as fait sur tes réseaux. Tu disais également c'est mon plus beau disque. Ouais. Pourquoi selon toi c'est le plus beau? Parce que c'est le plus vrai. Et surtout celui où, enfin, j'ai dû dépasser énormément de choses pour arriver à ça. Et notamment le fait de me mettre vraiment en danger, parce que j'ai pu me mettre en danger quand j'ai fait Peter Punk ou toutes ces choses-là, mais c'était assez anecdotique parce que c'était de la mise en danger au niveau de mon image, mais c'était pas de la mise donc dans la forme, mais c'était pas de la mise en danger au niveau du fond. Là, vraiment, j'ai dû remettre en question pas mal de fondations dans ma manière de voir les choses. J'ai dû remettre beaucoup de choses en question, et ça a été extrêmement compliqué. En fait, quand tu grandis depuis que tu es jeune, avec une certaine manière de voir, dans un certain paradigme, une certaine manière de voir le monde, et que tu remets pas mal de choses en question, c'est très compliqué, c'est très déstabilisant. Mais il a fallu que j'aille au bout de ça et que je traverse pas mal de trucs assez compliqués pour arriver à cet aboutissement-là que je trouve vraiment beau. Et justement, tu parlais d'image. Je trouve qu'avec cet album-là, tu as aussi simplifié beaucoup ton image. Même dans tes saps, dans la manière de te montrer dans tes clips, que ce soit dans Casino, où on te voit vraiment tel que t'es toi, alors que sur tes précédents projets, même This Is Ila, il y avait un vrai truc autour de la mode, de la manière dont tu avais façonné ton image, qu'on ne retrouve pas sur ces albums-là. Il y a vraiment un truc de simplicité. Ouais, bah parce que souvent... je pense que je me dissimulais. C'est pas que je me dissimulais, mais c'est particulier. Là, par exemple, toi et moi, on se connaît pas et on a une discussion où je dois me livrer, dire des choses assez personnelles. Et tout ce qui est le rapport aux médias, le rapport à l'image, faut bien comprendre que moi, depuis que j'ai 19 ans, je suis dans ce rapport-là avec... en France, hein, je suis pas Michael Jackson, connu dans le monde entier, absolument pas. Mais je veux dire, ce rapport-là à l'image publique, c'est quelque chose de particulier et de complexe à gérer. Donc du coup, je mettais plein de garde-fous ou de filtres ou de masques. De masques, voilà, c'est ça. Mais on en met tous, hein. C'est pas que parce que je suis un artiste. Je pense que le comportement qu'on a dans sa famille, quand on va au repas de Noël et tout ça, on a un masque parce qu'on est en famille. Donc on porte des masques un petit peu partout. Et ça te permettait aussi de cacher une sorte de vulnérabilité qu'aujourd'hui, à 43 ans, tu es prêt presque à dévoiler finalement. Pas à dévoiler, mais à assumer en tout cas, parce que j'ai pris en expérience, aussi en confiance, et que bon bah voilà, j'ai plus besoin d'expliquer que être nuancé et être vulnérable, c'est pas forcément quelque chose de pas bien, quoi. On parlait donc de l'amour qui est
effectivement un sujet, je pense que tu as évoqué tout au long de ta carrière, tout au long de tes différents projets. On le verra avec d'autres morceaux qu'on écoutera plus tard. Invité chez Click il y a quelques années pour son livre L'éloge de l'amour, le philosophe Alain Badiou nous parlait de sa vision de l'amour Trop fort. à l'ère du numérique. Évidemment, voilà, je pense que l'amour ou en tout cas l'idée qu'on s'en fait a beaucoup changé ces dernières années, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux. On regarde et on en parle juste après. Ok. Vous parlez des relations amoureuses en disant, voilà, depuis quelques années, avec l'explosion d'Internet, des sites de rencontres, on nous vend un amour sans souffrance, comme on nous raconte une guerre sans mort. Ça veut dire quoi l'amour aujourd'hui ? Écoutez, tel qu'il est présenté dans la cuisine là, dont vous parlez, c'est-à-dire dans l'idée au fond qu'on peut machiner l'amour de telle sorte qu'il n'y ait aucun inconvénient. Alors je vais choisir quelque part quelqu'un qui me ressemble, qui a les mêmes goûts, qui voudra aller au même endroit pendant les vacances que moi, qui aura les mêmes lectures, qui aura les mêmes orientations politiques. Et puis une fois que je l'aurai bien listé sur toutes ces caractéristiques, il y aura l'amour. En fait, bon, c'est une version commerciale de la chose, disons comme elle est. C'est une version commerciale. Je cherche le produit qui me convient. Bon, historiquement, mythiquement, poétiquement, si vous voulez, l'amour, c'est quand même pas ça. C'est-à-dire que l'amour, c'est une rencontre, d'abord. Et c'est une rencontre de l'autre. C'est-à-dire de quelqu'un qui est vraiment... dont au départ, vous ne savez pas grand-chose. C'est ça qui est important dans l'amour. C'est que l'amour est aussi la découverte de l'autre, progressive, parfois difficile, parfois compliquée. Mais c'est cette surprise de l'autre qui est essentielle dans l'amour. S'il n'y a pas ça, alors on est renvoyé au grand marché. C'est fort, hein. C'est très fort. Moi, je me rappelle, L'éloge de l'amour, je l'avais lu à sa sortie. Et c'est marrant comme s'intéresser à ça, ça aiguille, ou en tout cas ça donne des points de repère dans ta vie qui sont extrêmement importants parce que ce qu'il explique sur la marchandisation de l'amour et du couple et de la manière dont on se rencontre dans le monde des réseaux sociaux, c'est, je ne vais pas paraphraser ce qu'il dit, mais le fait de cocher des cases sur comment on appelle ça, des similitudes qu'on aurait avec la personne qu'on recherche. C'est comme aller au supermarché, en fait. Et c'est justement, pour moi, l'amour, c'est l'inverse de tout ça. C'est ce qui te permet de supporter ce monde, cette société et toute cette difficulté et tous les codes qu'on a. Pour moi, l'amour, c'est une folie socialement acceptée. Et ça peut être une folie douce, ça peut être une folie moins douce, mais c'est justement un rempart à tout ça. Et ouais, moi, c'est compliqué, les réseaux sociaux, tout ça, Tinder et tout. Moi, je peux pas être sur ça. C'est trop compliqué pour moi. Sur ton album, il y a un morceau qui s'appelle Tue l'amour. Un morceau dans lequel tu dis que ce qui tue l'amour, en gros, c'est le temps. Frédéric Becbédé disait également « L'amour dure 3 ans ». Moi, de mon côté, j'imagine que c'est quelque chose que tu dois avoir vécu également. Moi, j'ai des parents, ils sont ensemble depuis 45 ans, mariés à 60 ans. Donc, le temps les a pas tués. Okay. Et du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que tu penses que le temps, comme tue l'amour, c'est quelque chose de générationnel et que c'est un truc qui touche plutôt notre génération ? Ah, c'est beau comme question. C'est des questions c'est une dissertation pour répondre à ta question, tu vois. Mais t'as fait un album sur l'amour aussi. Bah ouais, justement. Donc allez écouter l'album, c'est plus simple. Non, je rigole. Mais c'est sûr que c'est aussi les vies qu'on a dans la société qu'on a qui font que ça installe une certaine routine aussi. Le fait d'avoir tel emploi, de te lever à telle heure, de te coucher à telle heure, d'avoir le même rythme de vie, la même mécanique de vie tout le temps. Que tu ancres des habitudes qui sont où tu fais même plus attention en fait. Et c'est ça qui aussi atteint le sentiment amoureux et le développement de deux personnes qui s'aiment. Pour moi, il y a aussi un truc de l'instantanéité. Le fait qu'on ait tout de suite à portée de main fait que la routine, je pense, s'installe beaucoup plus rapidement qu'avant. Et puis comme on en parlait juste avant avec Alain Badiou, maintenant c'est un marché. C'est-à-dire que je sais qu'à portée de main, là je suis dans une relation amoureuse, mais là en 3 clics, peut-être que j'ai mieux juste là à côté. Ouais, bah c'est ça qui est compliqué. Après, il n'y a pas que du mauvais dans tout ça, parce que je pense aussi que à travers les réseaux sociaux et tout ça, c'est pas pour faire les discours à la mode, vraiment je le pense, parce que j'ai 3 filles, donc ce sont des questions qui me concernent vraiment. Je pense que le rapport à la femme, rien qu'on va prendre le plaisir de la femme par exemple, c'est des choses qu'on n'abordait pas du tout avant. Et à l'ère des réseaux sociaux, on l'aborde. Donc il y a du bon
et du moins bon, certes, mais il n'y a pas que du mauvais quand même. Dans l'éducation, dans le regard qu'on porte sur certaines choses. Après, effectivement, c'est sûr que si on s'en tient au rapport du couple, bah, tu te dis qu'à 2-3 clics, tu as supposé mieux que la personne que tu as. Donc ça, c'est compliqué aussi. Pour revenir un peu sur ton album et la manière dont il a été produit, on est allé voir quelqu'un qui est assez proche de toi et qui a justement une question à ce sujet. Hey, parfait, nickel. On dirait vraiment un vieux qui essaie de faire un FaceTime avec ses petits-enfants. J'ai une question, j'ai eu la chance quelquefois de venir te voir en studio pendant que tu préparais L'amour, cet album, pendant que tu faisais l'amour du coup. Hey. Et j'ai vu que tu faisais très attention au mood qui s'installe dans ton studio. Et je voulais savoir si c'était conscient ou inconscient. Et si c'est conscient, quels sont selon toi les éléments, les ingrédients à réunir pour qu'il y ait une très bonne ambiance propice à la création dans ton studio? Super question. Alors, il est fort, Panayotis. On l'adore. Il est très on le fort. salue. Très fort. Il dit ça parce que il est venu 2-3 fois. En fait, il vient beaucoup en studio avec moi. D'ailleurs, il m'a apporté parfois on a beaucoup de jeux avec Shazam et tout. On se fait écouter des trucs. Est-ce que tu aurais Shazam? Est-ce que tu n'aurais pas Shazam et tout? Du coup, il m'apporte pas mal de fuel au niveau des inspirations. Et je lui en donne aussi pour son spectacle à travers notre amitié et nos discussions. Mais il parle du mood en studio. Mais je pense que c'est quelque chose de général dans ma vie. Même là, j'ai fait toute l'équipe de musiciens qui m'accompagnent sur scène. Et je suis très sensible à l'énergie, vraiment. Ça fait phrase un peu d'artiste perché, mais c'est très, très important. Le mood en studio, pour moi, c'est important parce qu'on est dans un endroit où on doit créer. Et justement, si c'est trop poreux et que des énergies de « tiens, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il y a telle… » je caricature telle personnalité de la télé-réalité qui a fait tel truc et tout. En vrai, ça n'a rien à voir avec la choucroute de ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que les moods… Et pour moi, le studio, c'est mon atelier de création, en fait. Et j'ai besoin que les énergies soient au bon endroit. Et les énergies au bon endroit, c'est être totalement soi. Et être totalement soi, c'est souvent ne pas être perméable avec des choses que, quand t'as envoyé comme ça un stimuli d'une info, t'as même pas demandé, tu l'as reçu, tu la partages. Ça envoie une onde c'est pas le moment, en fait. Donc je suis très sensible à ça. Et aussi, est-ce que le fait de s'entourer, tu vois, on parlait de Pana là juste maintenant, mais de t'entourer d'énergies qui sont pas forcément des énergies musicales, c'est-à-dire qui sont, voilà, c'est pas forcément des instrumentistes, mais des gens du stand-up, que ce soit Fari, Panayotis. Est-ce que ça aussi c'est important d'être nourri de ça? Mais c'est très important parce que je pense que c'est la culture, c'est l'endroit de la culture, et moi la culture c'est fondamental dans ma vie, je me nourris de ça. Et toutes ces discussions-là qu'on a, parce qu'on est quand même… j'espère que ce sera pris dans le bon sens, mais moi, je me sens privilégié, tu vois. Ça fait 20 ans que je vis de ça. J'ai le temps de regarder le monde, j'ai le temps de regarder la société, j'ai le temps de voir tout ça, j'ai le temps de choisir la musique, de choisir ce que j'écoute et tout ça. Et de discuter avec des gens qui ont aussi ce temps-là, ça permet de proposer pour moi quelque chose de qualité, en tout cas que je considère de qualité, autant dans les sujets abordés que dans la manière de le faire. Et parce que j'ai envie que les gens ils aient quelque chose de travaillé, de beau, de réfléchi, et pas juste un produit qui a été fait vite fait et tiens, je te le donne. Enfin, c'est pas ma conception, quoi. Justement, en parlant de prendre le temps, le premier single de ce projet s'appelle Casino. Il était sorti en juillet dernier. Donc entre la sortie du single et la sortie de l'album, il se sera passé quasiment 8 mois, ce qui est peu conventionnel, je pense, dans l'industrie musicale et normalement dans le circuit normal, entre guillemets, de l'industrie. Qu'est-ce qui s'est passé entre la sortie de ce premier single et la sortie du projet? Il s'est passé que l'album, il était quasi fini. Mais il me manquait sur ce disque, parce que je me projette toujours sur la tournée et sur la scène, et il me manquait quelques titres avec une espèce d'énergie un peu plus contagieuse au niveau de la danse ou du fait d'être dans des trucs un peu plus euphoriques, on va dire. Et je sentais que j'avais encore du jus et que j'avais encore des choses à raconter, que j'étais pas allé au bout. Et c'était justement les titres dont je parlais tout à l'heure qui étaient un peu plus légers. Parce que j'ai fait des titres, moi, qui ont fonctionné, ce qu'on appelle des hits ou des tubes et tout, j'en ai fait, mais
depuis longtemps, j'avais cette espèce d'aversion pour ça, parce que je me disais, ouais, on va penser que je suis un artiste trop facile. Enfin bref, je me posais des mauvaises questions autour de ça au lieu de me lâcher. Et là, j'avais cette envie-là, après Casino. Donc du coup, avec mon équipe et tout, on a loué ICP à Bruxelles, qui est un studio de ouf. Et j'ai demandé à des compositeurs, Prinsley, Sindx, Lucas V, il y avait qui? Il y avait Double, il y avait enfin tout le gratin pour moi. Qui sont d'ailleurs pas du tout des producteurs, issus du monde du rap, entre guillemets. Ouais, c'est pas ouais. des beatmakers, quoi. Non. Même s'ils ont beaucoup participé à plein de projets rap. Ouais, mais ils sont juste trop talentueux. Et de mélanger tout ça dans ce beau studio-là, j'avais l'impression d'être dans les vestiaires du Barça créatif, quoi. Tu vois, un truc... et avec ce mantra-là de faire des titres beaucoup plus légers, beaucoup plus festifs. Et ce qui est ouf, c'est qu'en 9 jours, qu'est-ce que je raconte? En 5 jours, on a fait 9 titres. Et vraiment, on a eu l'embarras du choix. Et sur les 9 titres, on en a gardé 4, enfin 5, parce qu'il y en a un qui sortira plus tard. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que tout le cœur de l'album, le milieu, que ce soit les titres comme Beau Garçon, All In, C'est le Love Ma Gueule, tous ces titres-là qui sont extrêmement importants dans le disque ont été faits pendant cette session-là. Donc c'est ça qui a fait qu'il y a eu 8 mois entre Casino et Et justement, tu parlais d'anticiper la scène. Moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux en écoutant cet album, c'est qu'on a des morceaux relativement courts. Ouais. Et je me suis dit, ces 10 dernières années, notre manière de consommer la musique à travers les réseaux sociaux, elle a énormément évolué. Je pense que maintenant, on a des morceaux qui ont besoin d'être TikTokables. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, toi, dans ton process de fabriquer de la musique, t'a influencé ou pas du tout? Oui, ça m'a influencé, bien sûr. C'est aussi... souvent, on me demande, ouais, mais quand même, ça fait longtemps que tu es là et tout ça et tout, mais c'est que je m'adapte, mais je m'adapte au bon endroit. C'est-à-dire que je ne m'adapte pas sur le fond, sur ce que j'ai envie de dire, ou tu vois, moi j'ai 40 ans et je ne vais pas te parler de Naruto alors que je n'ai pas regardé Naruto. Ça pour moi, c'est une adaptation qui est un peu bizarre, tu vois. Mais m'adapter à un certain format sur la durée d'un titre, par exemple, c'est pas grave. Si l'essentiel a été dit et que le morceau me plaît, moi, ça ne me déplaît pas. Et de toute façon, si tu regardes avant, les morceaux aussi, ils étaient plus courts à l'époque du vinyle, parce que sur un vinyle, tu pouvais mettre moins de sons, donc les sons, ils étaient très courts. Il y a des sons des Beatles qui font 2 minutes 20, tu vois. Donc, voilà. Moi, il y a un des morceaux que j'ai de l'album dont j'aimerais bien qu'on parle, et ça va me faire te poser peut-être une question chelou, mais en tout cas, c'est un de mes morceaux préférés de l'album, c'est Weekend Lover. Ok. C'est un morceau dans lequel tu parles de l'amour de la nuit, de l'amour nocturne, de l'amour qui change de visage la nuit, en tout cas. Je parle de l'adultère, tout simplement, du fait de Voilà. tromper. Moi, ce morceau m'a beaucoup touché parce que... Parce que t'as déjà trompé? Non, parce que je viens de me séparer et que j'ai été trompé. Et Oh, que shit. suite à... T'as jamais trompé? Non, Jamais? Jamais. Et que suite à ça, dans mon couple, on s'est posé beaucoup de questions sur le couple libre, le polyamour. Et du coup, en écoutant ce morceau, je me suis demandé si toi, d'ici, c'était des questions que tu t'étais posées aussi. Pour en fait arrêter de se faire du mal. Si on veut arrêter de se tromper, mais qu'on a quand même, on s'aime encore assez pour rester ensemble, est-ce que du coup, il n'y a pas d'autres solutions, d'autres visions de l'amour, le polyamour, le couple libre qui peuvent être envisagées? Et je me suis dit, est-ce que c'est des questions que toi tu t'es posées? Ah, je me suis posé énormément de questions sur ça. Il y a un livre qui m'a pas mal éclairé. C'est un livre qui s'appelle La vérité de Neil Strauss, qui parle de tout ça, où en gros, c'est un journaliste du New York Times qui avait déjà écrit un livre il y a longtemps qui s'appelle The Game, qui parlait de la drague, tout ça et tout. Et dans ce livre-là, La vérité, il raconte que justement, il a toujours eu ce problème-là, de tromper et tout ça et tout. Et il fait toute une espèce d'enquête sur lui-même, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Et aussi, il expérimente toutes les formes de couple et de relations possibles. Donc, ce dont tu fais référence, le polyamour. Et il explique qu'en gros, en tout cas lui, dans sa trajectoire, que tu rencontres les mêmes problématiques. À un moment, il raconte qu'il est dans un couple à 4. Et que tout le monde est au courant, que voilà, c'est lui. Il est comme dans un harem, les 3 femmes avec qui il est sont au courant, donc il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien. Mais que le problème de la préférée ou de la favorite se déplace à un autre endroit parce qu'ils doivent prendre la voiture pour aller en vacances je ne sais où, et elles se disputent entre elles pour savoir qui va monter devant. Donc ça veut dire que peu importe où tu déplaces, en fait tu peux déplacer le problème. Je pense que moi, j'aime pas l'interchangeabilité. C'est-à-dire que
faire l'amour avec une personne le lundi, faire l'amour avec une autre personne le jeudi, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise, surtout si tu reviens après avec la personne d'avant. Il y a quelque chose avec laquelle je suis pas à l'aise avec ça. D'ailleurs, dans ce morceau, tu dis je laverai mon mensonge sous la douche, quoi. Ouais, je lave mon mensonge sous la douche, ouais. C'est un peu ce qu'on se dit quand on fait ça, malheureusement. Mais je pense que moi, derrière tout ça, en tout cas dans ces erreurs-là, très douloureuses pour la personne que j'ai trompée, et aussi pour moi, mais c'est secondaire, je pense qu'il y a aussi parfois le fait qu'on n'ose pas affronter la vérité, soit parce qu'on ne s'entend plus dans le couple, soit parce qu'il y a un manque qui est très profond dans le couple, ou soit parce qu'on a des problèmes soi-même sur ça et qu'on n'est pas très au clair avec soi. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fait souffrir. Et donc, du coup, quand ça te fait trop souffrir, tu veux changer. Et souvent, pour changer la souffrance, il faut affronter la réalité. Et affronter la réalité, c'est assumer qu'on est dans l'erreur, dans le mensonge, le reconnaître, changer et demander pardon. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais je pense que j'ai bien répondu. En tout cas, chez DC's, tous les week-ends n'ont pas le même visage. Donc, si tu permets, on se fait un petit kiff et on va regarder comment ça se passe chez toi chaque week-end. On pourrait croire qu'on tourne un clip, mais c'est juste comme ça qu'on kiffe chez nous. Chaque week-end, chaque week-end, chaque week-end. Oh, 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 oh. On dirait une scène de film, mais c'est juste comme ça qu'on vit chez nous. Chaque week-end, chaque week-end, chaque week-end. Collaboration mémorable avec LPHA, Riders sans frontières, qu'on salue. Ça me permet d'enchaîner sur mon avant-dernière question. Pour moi, cet album qui est L'amour, c'est un album de voiture. Et pour moi, la voiture, c'est vraiment un des personnages centraux de l'album. Sur Emoji Soleil Jaune, le début du morceau démarre sur une voiture qui s'allume. C'est le Love Ma Gueule, c'est un morceau très court, mais pareil, on a envie juste de rouler. Ouais. Voilà, quelle a été l'influence de la voiture sur cet album ? C'est fort que tu perçois ça, et t'es le premier. C'était un des points de départ, en fait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les routes, de par mon métier, de par... Enfin voilà, je suis souvent dans ma voiture. Et moi, ça m'hypnotise, la voiture, parce que quand tu prends la route, t'as le même décor tout le temps. Et puis, mais tu te déplaces quand même, tu vois. Et ouais, la musique, à ce moment-là, c'est une expérience particulière. C'est pas la même chose d'écouter de la musique quand t'es seul le soir avec ton casque et tout ça et tout, que quand t'es en mouvement avec des panoramas et tout ça et tout, ou dans les bouchons. Mais c'est particulier. Et effectivement, cet album tu parles de Emoji Soleil Jaune, mais de plein de titres. Même ça, c'est dans les morceaux un peu soleil et tout. Mais tu prends Alléluia, tu l'écoutes le soir, un soir d'hiver. Moi, j'ai des vidéos comme ça où juste il neigeait et je rentrais de Paris. Et voilà, et c'est aussi très, 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 très touchant. Merci DC's. Avant de se quitter, je le rappelle, ton album L'amour est disponible à partir du 18 mars. Tu seras en concert au Trianon le 16 mars, déjà complet. Et dans toute la France, il y a plein d'autres... Évidemment, il y a plein de dates qu'on mettra ensuite à l'écran. Et si tu l'acceptes, on se quitte avec un de tes morceaux de ta discographie que j'ai le plus écouté, avec une fille que j'aime immensément fort. Elle se reconnaîtra. Merci DC's. C'est beau, tu te sers de moi, t'es fort. Faut que je plonge dans la vie, dans l'amour, dans une fille où je sombre